La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue. Alors si vous nous découvrez, sachez que les interviews d'Eric, c'est la découverte. Et on va commencer avec une question, une bonne question je pense. Comment naviguer sans risque sur Internet ? Alors aujourd'hui, pour y répondre ou tâcher de répondre à cette question, je vais vous parler d'un livre, c'est Le Web sans risque, un livre écrit par Olivier Bogart et paru aux éditions Racine. Alors Olivier Bogart, c'est le spécialiste belge des nouvelles technologies, il est membre de la police judiciaire et travaille au sein de la Computer Crime Unit. Dans ce livre, Le Web sans risque, il vous donne les meilleurs conseils pour que vous puissiez profiter de ce formidable outil qu'est Internet. Internet, parlons-en, Olivier Bogart, parce qu'il y a 20 ans, c'était vu comme le chemin de la liberté. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'Internet, c'est la jungle. Vous en pensez quoi ? Mais disons que nous devons apprendre et que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a une vingtaine d'années seulement que le service existe. Et donc, de la même manière que nous devons apprendre des règles élémentaires dans la vie quotidienne, je cite toujours en exemple le fait que pour rouler dans une voiture, eh bien, il faut connaître son code de la route et avoir son permis de conduire. Là, on est en face, si vous voulez, par rapport à Internet, à un apprentissage. Et donc, c'est clair que les escrocs, les arnaqueurs en profitent. Donc, ont trouvé là un espace qui leur permet effectivement d'être hyper actifs sans être trop à s'exposer. Vous, votre premier contact avec le web, ça s'est passé comment ? Eh bien, c'est, disons, un retour d'un dossier dans lequel j'avais travaillé. C'est vrai que le web, je m'y intéressais à la maison, j'avais déjà une connexion et mon patron m'a appelé dans son bureau en disant « Tiens, tu as un ordinateur portable, on n'est pas nombreux à avoir ça ». On est en 1997 et il me dit « Tu verras un jour Internet, on aura des problèmes avec ça, tu verras qu'un jour il faudra analyser ces machines, donc on va s'y mettre ». Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Et votre motivation pour écrire le livre, ça a été quoi en fait ? Aider les gens. Parce qu'en fait, dans les contacts que j'ai avec le public, je me rends compte, comme je le disais au début de notre entretien, que le public n'a pas forcément des points de repère. Et donc, je faisais l'analogie avec le code de la route qui nous balise par rapport à l'usage de notre voiture. Et bien là, par rapport à Internet, les gens sont demandeurs de trucs et astuces qui leur permettront d'acquérir des réflexes par rapport à des sollicitations qui ne sont pas des sollicitations normales, où ils se poseront du coup la question, tiens, est-ce que c'est normal que ? Et ils pourront du coup se documenter, avoir le réflexe de chercher avant de répondre. Pourquoi certaines personnes créent des virus, des chevaux de Troie ? Quelle est en fait leur motivation ? Il y a deux éléments, je vais dire. Il y a nos données qui ont de la valeur. À partir du moment où nous mettons en ligne énormément d'informations personnelles, eh bien, les données en question peuvent être utilisées pour usurper notre identité dans le cadre d'arnaques. Mais les adresses mail, par exemple, eh bien, c'est finalement pouvoir disposer d'une multitude d'informations qui vont permettre de saturer les boîtes de réception, les boîtes mail, de messages publicitaires ou autres. Et donc, pouvoir prendre le contrôle, par exemple, de mon ordinateur par l'intermédiaire d'un virus, ça permet de se cacher de la même manière que, analogie une nouvelle fois, quelqu'un va mettre une fausse plaque sur une voiture. Est-ce que la Belgique est très touchée par toutes ces attaques par rapport à d'autres pays ? Mais disons que statistiquement, oui, il y a quand même un problème. Par exemple, ça a été relevé assez récemment, des logiciels malveillants qui sont installés sur les ordinateurs d'utilisateurs et qui vont permettre à des pirates d'utiliser l'ordinateur, si vous voulez, comme un petit soldat à qui ils pourront faire exécuter un certain nombre de missions. Les ordinateurs qui sont repris dans des réseaux comme ceux-là, on les appelle les réseaux des botnets. Donc ce sont des réseaux robots, si vous voulez, où quelque part, les pirates vont pouvoir ordonner à un moment donné aux ordinateurs qui sont infectés d'exécuter des tâches. Et c'est votre ordinateur qui sera finalement référencé sur le serveur qui aura par exemple été attaqué. Donc l'ordinateur du citoyen lambda peut aussi servir pour des tâches plus grandes. Il n'y a pas que les sites internet de grosses entreprises, par exemple en Belgique. Donc ils utilisent aussi les ordinateurs des citoyens. Votre ordinateur infecté discrètement peut devenir un petit soldat et donc il va pouvoir exécuter des tâches, il va pouvoir se connecter à des serveurs, saturer
être un des éléments qui va saturer de requêtes le serveur, disparaître. Donc le serveur qui a été comme ça attaqué essaye de répondre à la machine qui l'a sollicité, mais saturé par le nombre de requêtes, à un moment donné, il tombe et c'est le système qui se plante. Et donc voilà, ce sont un des éléments qu'on retrouve dans les outils qui peuvent être utilisés sur l'ordinateur de monsieur et madame tout le monde. Il y a un système de défense qui s'appelle quand même la Computer Crime Unit. Vous dites un peu de mots de cette unité ? La Computer Crime Unit, elle est née. Donc, comme je le disais au début de notre entretien en 1997, dans différentes régions du pays, donc également dans d'autres pays, et elle porte d'autres noms, parce qu'on se rendait compte que, effectivement, de plus en plus le numérique entrait dans nos vies et qu'il allait être un mode de communication important. Et effectivement, la Computer Crime Unit, il y en a une par arrondissement judiciaire et l'unité qui, quelque part, devient l'appui indispensable aux enquêteurs classiques parce que, il y a des ordinateurs dans tous les dossiers, il y a des smartphones dans tous les dossiers. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des environnements, des systèmes dans des entreprises qui peuvent être victimes. Et donc, quand les victimes, ce sont des systèmes informatiques, alors les enquêteurs des CCU vont en première ligne aller essayer de retrouver les auteurs. À vous entendre, on a un petit peu l'impression qu'au départ, on croyait que le net et le web étaient des outils d'information dans lesquels on allait trouver un peu tout ce qu'on avait besoin. On a un peu l'impression qu'il faut s'en méfier dans le fond. Dès qu'on allume son ordi, il faut faire preuve de beaucoup de méfiance. Mais disons qu'il y a Internet et le système avec les sites que vous évoquez qui supportent de l'information qui est mis à notre disposition, mais en même temps, Internet, c'est un réseau. Et qui dit réseau, dit machine connectée à ce réseau, interconnectée. Et par conséquent, c'est vrai que du coup, comme nous partageons énormément d'informations sur le net, que c'est devenu un outil indispensable par l'intermédiaire des mails, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, par l'intermédiaire des services commerciaux, par exemple, que nous allons utiliser, on va disperser des données qui peuvent, à un moment donné, être problématiques parce que se retrouvant dans les mains de gens qui n'ont pas forcément de bonnes intentions. Vous pensez que parfois on partage trop sur Internet ? Moi, je pense que oui. Il y a une éducation à faire depuis le plus jeune âge par rapport aux informations que nous mettons en ligne. Il y a trop de gens qui dispersent des informations qui permettent de savoir exactement quel est leur emploi du temps. Et donc, quand est-ce qu'ils sont à la maison ou pas ? Quand est-ce qu'ils sont en vacances ou pas ? Des choses qui, regroupées par rapport à un ensemble d'autres informations, va rendre crédible un message que leurs amis recevront par rapport à un appel à l'aide, ou bien le voisin qui recevra la visite de quelqu'un qui donne l'illusion d'être particulièrement au courant et d'être un vrai ami, puisqu'il sait plein de choses de la vie, de la famille à laquelle il s'intéresse, et donc argumentant sur le fait que j'ai été désigné pour arroser les plantes et ils ne m'ont pas laissé la clé et le voisin croit bien faire et donne la clé. Donc voilà, nous mettons en évidence tellement de choses de notre vie réelle dans la vie virtuelle que ça peut se retourner à un moment contre nous. Vous pensez qu'on devrait faire un petit peu comme les voitures ? Parce qu'aujourd'hui on achète un ordinateur, 2 heures après on l'utilise. Est-ce qu'on devrait avoir une sorte de, non pas de permis de conduire, mais de permis informatique ? C'est-à-dire qu'il faudrait former les gens avant qu'ils voyagent sur Internet ? Mais je crois que c'est le travail de l'école, notamment, d'amener petit à petit les enfants à prendre conscience des risques, de la notion de dispersion des données. J'insiste souvent auprès des étudiants que je rencontre sur le fait que leur activité sur Internet, c'est aussi se créer un CV numérique. Et donc le jour où ils chercheront de l'emploi, on sait que les responsables d'entreprise vont aussi aller consulter les données d'Internet. Et donc là aussi, c'est être attentif que ce que je partage, avec qui je le partage. Et donc l'éducation doit venir également de la part des parents, mais de la part de l'école dès le plus jeune âge. Et les données, par exemple, on poste des photos de soi en soirée, elles restent longtemps sur Internet ? Le problème, c'est de savoir ce qu'elles deviennent. Vous postez des photos sur votre profil et puis à un moment donné, vous décidez de les supprimer. Mais qui vous dit que quelqu'un n'a pas sauvé ces photos ? Un petit clic droit de la souris sur votre profil et on prend la photo. Et puis la photo peut être partagée sur un site que vous ne contrôlez pas. Et puis on peut vous créer de cette manière une image qui n'est pas forcément positive. On parle d'ordinateur, mais vous parlez aussi des périphériques, comme par exemple la simple clé USB. En quoi la simple clé USB pourrait être dangereuse ? J'en parlais parce qu'en fait, la clé USB, si vous voulez, est un outil qui est devenu souvent un outil de transport de documents entre la maison et le boulot pour pas mal de gens. Et le problème, c'est que connecté à la maison, la clé USB peut avoir été infectée parce que au moment où j'ai navigué sur un site, j'ai rencontré éventuellement une petite bricole, un petit logiciel malveillant qui a trouvé à se disperser sur la clé.
Et au moment où je vais arriver avec mes documents, je vais insérer cette clé dans le système de mon entreprise et je peux du coup également l'infecter. Ce qu'on a vu également, c'est une tendance. On a vu ça dans la région tournaisienne, par exemple, le nord de la France. Des gens trouvaient une clé USB en cadeau dans leur boîte aux lettres. Ils étaient tout contents parce que c'était une clé. Et en fait, en branchant la clé sur leur ordinateur, ils infectaient l'ordinateur. Soit, comme je le disais tout à l'heure, pour permettre à l'ordinateur de devenir un petit soldat, soit l'ordinateur se retrouvait complètement bloqué, crypté, et du coup, ils étaient obligés de payer une rançon, si vous voulez, pour récupérer leurs données. Mais ils n'étaient pas protégés par leur antivirus ? Alors le problème, si vous voulez, c'est que au moment où je connecte la clé, l'antivirus, il faut voir si dans les paramètres que j'ai mis en place, il y a un scan obligatoire de l'objet extérieur que je vais connecter à mon ordinateur. Donc je dois, dans mon antivirus, prévoir que lorsque je connecte quelque chose, il ne le met pas en usage tant qu'il n'a pas été scanné. Et parmi les antivirus, on en a parfois des gratuits ou ceux qu'on doit acheter en magasin. Lesquels sont les meilleurs ? Ceux qu'on achète en magasin ou les gratuits ? En fait, là, il faut se baser sur les tests. Et là, je recommande toujours, je le fais d'ailleurs dans le livre, un site qui est un laboratoire indépendant qui, tous les 6 mois, teste l'ensemble des antivirus pour Windows, pour l'environnement Mac, pour les systèmes Android. Et donc, on a là, avec AV-Test, un outil qui va nous permettre de nous rendre compte que parfois, oui, des antivirus gratuits s'en sortent bien au niveau des tests et offrent des performances. Mais un logiciel, qu'il soit payant ou gratuit, peut être performant aujourd'hui, mais dans 6 mois aura été dépassé par une nouvelle procédure mise en place par des hackers. Donc on doit régulièrement vérifier que notre antivirus est toujours à la pointe, si vous voulez, up-to-date, comme on dirait en anglais. Et dans le livre, vous donnez aussi des conseils pour les smartphones et tablettes, parce qu'elles aussi peuvent être infectées. Et nous avons pris peut-être pas mal de réflexes, on en a acquis avec notre ordinateur, on met un antivirus sur l'ordinateur, etc. Le problème, et vous le soulevez, c'est que sur notre smartphone, on installe des applications, mais on ne vérifie pas, par exemple, les autorisations qu'on lui donne, et l'application peut faire des mises à jour qui peuvent entraîner également l'installation de bestioles sur notre smartphone. Notre smartphone, vous le voyez dans la rue, les gens sont hyper connectés, en permanence les yeux rivés dessus. Et donc là aussi, on va partager énormément d'informations, on va savoir où je suis, quels sont mes trajets quotidiens, etc., puisque la géolocalisation est activée par défaut. Donc tout ça, je dois y être attentif et vérifier les réglages des autorisations que je donne à toutes ces applications que j'installe. Alors votre livre, Le Web sans risque, on le lit comment ? Comme un roman du début à la fin, ou bien on pioche en fonction des besoins ? Écoutez, je pense qu'il y a des parties qui vont être effectivement consultables comme un livre classique, mais c'est vrai que, et c'est pour ça que la table des matières a été rédigée de cette manière, c'est l'idée de permettre d'être un relais par rapport à un questionnement. À un moment donné, je suis confronté à une situation, tiens, est-ce qu'on en parle dans le livre ? Oui, ok, tel pas. Et je peux à ce moment-là lire le contenu avec chaque fois, et c'est ce que j'ai voulu également mettre en place, des liens vers le net avec des solutions ou des moyens de trouver un peu plus que ce qui est expliqué dans le livre. Alors pour beaucoup de monde, vous êtes un peu le personnage central de la Computer Crime Unit. Est-ce que vous engagez des personnes ? Est-ce que dans les années futures, il va y avoir, votre équipe va grandir, vous allez avoir de nouveaux collègues ? Et si oui, quelles sont les qualités qu'on doit avoir ? On doit être informaticien ou bien on doit avoir une expérience sur le terrain ? Alors pour l'instant, effectivement, nous recrutons et on recherche, si vous voulez, des gens qui ont déjà une expérience du numérique. Il y a 2 catégories de personnes qui peuvent entrer chez nous. Il y a des policiers qui ont été sur le terrain et qui peuvent avoir des tâches, je vais dire, un peu plus basiques. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Je veux dire, en termes de personnel, on engage plutôt pour l'instant ce qu'on appelle des spécialisés, c'est-à-dire des gens qui ont des bacs ou qui ont des masters dans des domaines en rapport avec l'informatique, ce qui permet de les rendre un peu plus pointus, si vous voulez, dans les investigations. Mais je crois qu'on va voir arriver le numérique également dans les zones de police, parce qu'elles sont elles aussi en permanence désormais confrontées à ça. Et donc il y a peut-être des collègues qui, un petit peu à l'instar de ce que j'ai représenté il y a 20 ans, vont commencer à travailler dans ce domaine pour faire de la récupération de base, ce qui permettra dans les CCU d'approfondir, si vous voulez, et de faire des recherches un peu plus pointues, de faire un peu de recherche et développement. Quelles sont les tendances de ce que les collègues cherchent quand ils viennent nous voir, de façon à leur offrir le plus rapidement possible des résultats. Une dernière question, quelles sont les 3 erreurs que font la plupart des gens avec leur ordinateur et en se connectant sur Internet ? Les 3 erreurs principales, je dirais, c'est le problème, par exemple, de l'identification et du mot de passe.
Pour beaucoup de gens, malheureusement, le mot de passe est trop simple, ou bien le mot de passe est le même pour plusieurs services. Et donc là, quand je communique cette information, malheureusement, je peux ouvrir des multiples portes. L'autre élément, c'est le fait que nous sommes sensibles à des sollicitations qui vont nous arriver et qui vont jouer sur deux éléments, la curiosité ou l'inquiétude. La crainte, par exemple, de perdre l'accès à un service risque de me faire réagir en communiquant des informations. Et puis, je pense que l'autre élément à mettre en évidence, c'est l'aspect vie privée. Je pense que pour beaucoup de gens, la perception, c'est ce que je le communique à une sphère d'amis, mais on n'a pas conscience que les amis en question ont des amis qui ont des amis qui ont des amis, et donc du coup qu'on se retrouve avec une dispersion extrêmement large de toutes les informations. Donc là, il faut commencer à réfléchir aux outils que nous utilisons en disant est-ce qu'ils sont indispensables par rapport à ce que je veux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment, mais ce que je veux conserver en termes de vie privée. Ça y est, c'est fini.